Bien, mais donc, voilà, je vous propose de discuter un peu du Dr House et de conclure à la fin de l'exposé si c'est un modèle d'interniste. Alors, pour nous remettre un petit peu dans le contexte, bon, je vous ai déjà parlé, et d'ailleurs, il y avait une séance consacrée à un des cas cliniques des printemps de la médecine interne. Et donc, ça a lieu depuis maintenant plusieurs années à l'hôpital Pompidou avec toute une série d'énigmes, de quiz et de cas un petit peu tordus. Et on décerne en fin de matinée, en fin d'après-midi, un prix à celle ou celui qui a eu le plus grand nombre de bonnes réponses. Et depuis quelques années, donc, vous voyez ici, il y a eu un petit articulat dans le Monde à l'époque, on décerne un prix pour le meilleur interniste et c'est le prix Dr House. Alors, je trouvais, bon, j'étais rentré dans le comité organisateur des printemps il y a 2-3 ans, et je trouvais franchement que donner un prix au nom de Dr House, un prix de médecine interne, à quelqu'un, vous avez probablement déjà quelques feuilletons à l'occasion des derniers printemps, j'avais proposé à mes collègues de revisiter le Dr House sous cette triple dimension et de conclure qu'on supprimait le prix Dr House et qu'on le remplaçait plutôt par une figure tout à fait exceptionnelle de la médecine interne en France, qui est Pierre Godot, qui est décédé en 2018, qui était le chef à la Pitié-Salpêtrière. Et il était vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le Dr House, quelques mots de présentation. D'ailleurs, j'avais fait un petit sondage lors de la présentation auprès de l'Assemblée, car un bon nombre de jeunes ne connaissent pas Dr House. C'est une série qui remonte quand même à plus de 10 ans, entre 2004 et 2012. Le Dr Gregory House est un brillant médecin misanthrope et peu conventionnel qui dirige une équipe de diagnosticiens internistes, en français dixit Wikipédia, au sein de l'hôpital fictif de Princeton Plainsboro dans le New Jersey. Éclaircir des mystères médicaux lorsque d'autres médecins n'ont pu trouver la cause ou le traitement des symptômes que les patients présentent. Et donc, par ailleurs, il n'y a pas à perdre son précieux temps avec des cas trop simples. En outre, il est arrogant, cynique, asocial, anticonformiste. De fait, il y a clairement des axes importants de la série sur l'enquête policière, avec la recherche d'indices, et ce point de rapprochement avec Sherlock Holmes et House, avec au final, dans les deux cas, l'identification du coupable, un coupable criminel pour le Sherlock Holmes et un coupable, le diagnostic pour House, tout ça n'est pas fortuit. Et c'est clairement, volontairement construit dans le chef du producteur de la série. Alors, les clins d'œil aux détectives de Conan Doyle apparaissent régulièrement au fil des saisons. Et comme vous voyez ici, le nom lui-même est un jeu de mots sur Holmes. James Wilson, qui est le collaborateur principal et l'ami de House, eh bien, c'est vraiment John Watson. Tous les deux sont addicts à la drogue, donc House pour des questions de douleur de son membre inférieur, d'où sa canne également. Tous les deux sont musiciens, inaptes socialement, etc. Et alors, ce que je trouvais le plus paradigmatique dans cela, c'est que l'adresse de House est le 221B et c'est l'adresse de l'appartement que Sherlock Holmes loué avec le docteur Watson. Donc, c'est clair que
ce rapprochement est loin d'être fortuit. Et d'ailleurs, vous avez vu dans la dia précédente, il y a pas mal de journalistes qui se sont penchés sur la question. Alors, il y a quelques années, la revue Science et Avenir fait le rapprochement entre la spécialité du Dr House, diagnosticien, comme on l'a dit au départ, et la médecine interne, en faisant essentiellement référence au diagnostic de maladies rares ou de maladies systémiques. Et avec une des phrases que j'ai reprises de cet article de Science et Avenir, quand un patient a le cœur, le foie ou les reins touchés et que l'on ne sait vers quel spécialiste se tourner, c'est vers l'interniste que l'on se tourne ou pour nous. Alors, certains philosophes, bon, il faut voir, hein, les philosophes, c'est les philosophes, voient en Hobbes une figure hyper contemporaine de Socrate, partageant avec le philosophe grec la recherche de la vérité. Il faut bien dire que l'approche diagnostique régulièrement douteuse et les méthodes souvent non déontologiques de Hobbes posent problème, et dès lors, on est en droit de se poser légitimement la question de savoir si Hobbes est véritablement un bon modèle de médecin. De fait, dès l'épisode, Hobbes se positionne en marge de ce qu'on est en droit d'attendre du médecin dans la tradition hippocratique. J'ai repris cette phrase, l'épisode 1 de la saison 1. Au total, il y a 8 saisons, 177 épisodes, et comme vous voyez ici, on devient médecin pour traiter des malades, soigner les patients, ça pourrit la vie des médecins. S'ils ne nous parlent pas, ils peuvent nous mentir, et nous ne pouvons leur mentir. L'humanité, c'est surfait. J'espérais quelque chose d'un peu plus original. On ne devrait pas parler à la patiente avant de préciser le diagnostic. Elle est médecin? Non. Tout le monde ment. Le Dr House rencontre rarement les patients. Ce n'est pas pour traiter les patients qu'on est devenu médecin? Non, c'est pour traiter les maladies qu'on est devenu médecin. Traiter les patients, c'est ce qui rend la plupart de nos confrères malheureux. Vous essayez d'éliminer la compassion de la pratique de la médecine? Et si on ne leur parle pas, ils ne peuvent pas nous mentir. Et réciproquement. Donc voilà. Donc, la compassion est surévaluée. Mettait clairement le personnage. Et donc, est-il un interniste exemplaire? Et donc, je vais essayer de vous démontrer scientifiquement qu'on peut légitimement, au-delà de cet élément un peu caricatural, vous montrer que, effectivement, ce n'est pas le cas. Alors, vous vous souvenez que Bruno Couturier, quand il était venu discuter un cas ici, qui était le cas des services des printemps, avait fait référence à ce papier récent sur le raisonnement diagnostique en médecine interne. Alors, le processus cognitif associé au raisonnement clinique en médecine a été bien revu dans ce papier, et on a eu d'autres plus anciens. Et il faut bien dire que ce processus du raisonnement n'est pas l'apanage des internistes, mais on peut le trouver également pour toutes les disciplines finalement. Et le raisonnement clinique, et je vais faire une petite parenthèse par rapport à Hobbes directement, fait appel soit à un processus analytique, dit hypothético-déductif, soit à un processus non analytique, dit intuitif. Alors, Hobbes semble suivre les étapes du processus analytique. Toutefois, il y a des erreurs quasi systématiques dans la représentation du problème, dans la génération d'hypothèses ou dans l'interprétation des données. En ce qui concerne le processus non analytique correspondant à une reconnaissance immédiate du tableau clinique, et il emploie souvent cette voie-là, hein, c'est ceci, d'ailleurs on va donner tel traitement, et donc le problème, c'est qu'il se trompe régulièrement. Il faut bien dire que l'épisode a duré 42 minutes, et s'il trouvait tout de suite la solution, évidemment, ce serait un peu court. Donc voilà. Et la description, et ce qui est plus grave, la description dite typique d'une maladie est souvent fausse. Et là, je vous montrerai également des exemples. Alors, dans cette publication de Graber et collaborateurs, publiée dans les archives of internal medicine, qui maintenant sont devenus JAMA Internal Medicine,
qui était une des 3 bonnes revues de médecine et qui reste d'ailleurs. Il a regardé un petit peu, il a examiné les erreurs diagnostiques et cette représentation est assez fidèle à ce qu'on peut voir encore actuellement. 4 grands groupes d'erreurs, des problèmes de connaissance, et vous voyez que les problèmes de connaissance, sauf pour les plus jeunes, sont le plus rarement source d'erreurs de diagnostic. Par contre, la récolte des données, ça représente 14%. La validation des données représente 33% des erreurs. Donc, le tiers, c'est qu'on ne valide pas correctement les données que l'on a reprises. Et le problème le plus important, c'est l'intégration des données. Et pour la moitié des erreurs médicales, c'est une mauvaise intégration des différentes données que l'on a recueillies. Je préciserai. Alors, comment évaluer le raisonnement clinique? Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'acronyme MOOC pour Massive Open Online Courses. Et donc, les MOOC sont des cours en ligne qui peuvent toucher des milliers de participants dans tous les domaines d'ailleurs, pas uniquement de la médecine. C'est ouvert et tout contact Internet permet d'accéder à ces cours. Le contenu est gratuit et il n'y a pas de prérequis. Donc, c'est largement, donc le terme ouvert est véritablement approprié. Ceci est développé sur une plateforme Internet et produit par 2 types de producteurs des mêmes mots, soit en version française ou anglaise. Et les cours précisent qu'il s'agit bien d'objectifs d'apprentissage, mais également avec de l'évaluation, c'est non diplômant, et le parcours est soit linéaire, soit on peut picorer dans les différents chapitres de chaque cours. Et donc, avec nos collègues de l'Université de Genève et de Montréal, qui avec l'ULB constituent ce qu'on appelle le G3. Donc, il y a toute une série de productions et d'accords entre ces 3 universités dans différents domaines. Eh bien, on a été sélectionné pour avoir des fonds pour créer un MOOC sur la supervision du raisonnement clinique. Montréal avait déjà fait un premier MOOC là, qui était destiné aux étudiants et aux jeunes médecins par rapport au raisonnement clinique lui-même. Et maintenant, ici, on s'est mis dans une autre perspective, à savoir des enseignants, comment doivent-ils faire pour superviser le raisonnement clinique des apprenants, identifier leurs erreurs et montrer quels moyens mettre en œuvre pour y remédier. Et donc, c'est un mot qui a eu pas mal de succès, avec comme leader de notre groupe Marie-Claude Audeta, qui est professeure associée à Genève. Et donc, elle est vraiment spécialiste de la pédagogie médicale. Et donc, et avec les Canadiens aussi, on s'est fort amusé à réaliser cela. Et il faut bien dire qu'on a appris plein de choses. Donc, on a compris qu'on faisait bien, mais on ne savait pas pourquoi. Mais donc, c'est toujours bon, c'est toujours intéressant de le savoir. Et donc, vous voyez ici, en fait, ce MOOC, et on ne va pas détailler l'ensemble, et se déploie sur 8 semaines. Il y a une introduction, le suivi du processus du raisonnement clinique, quelle stratégie pour la supervision, qui est un élément intéressant, et alors les différentes méthodes de supervision. Alors, vous voyez que en orange, on décline le temps que cela va prendre, et donc là, il y a moyen de programmer son propre apprentissage, et ceci est associé à une série de vidéos. Je montrerai des exemples que l'on a tournés à Bruxelles et à Genève. Alors, nous, on va ici se focaliser sur le
diagnostic des difficultés de raisonnement clinique et au-delà du diagnostic, parce que ça va nous servir pour analyser Hans, d'identifier les erreurs de Hans et de son équipe en termes de raisonnement clinique. Alors, on se concentre sur la partie centrale de la diapo, et en fait, la difficulté de raisonnement, c'est une petite extension aux 4 grands groupes de Graeber, la représentation du problème, et donc ça, c'est régulièrement aussi quelque chose qu'on demande aux étudiants lorsqu'on les évalue en médecine interne, c'est dire en 2 phrases, c'est quoi le problème. Et donc ça force à avoir déjà une capacité intégrative de voir comment se représente le problème. La génération d'hypothèses, l'interprétation des données. J'insisterai sur le point qui est la fermeture prématurée du diagnostic, qui est un point important, qui est une source d'erreur où on va écarter, soit non envisager, soit écarter rapidement un diagnostic, souvent d'ailleurs parce qu'on attribue à l'un ou l'autre test une sensibilité excessive par rapport à la réalité, et puis alors on évacue le test, et puis au bout du compte, on ne sait plus très bien où se situe le diagnostic. Les problèmes de priorisation, la difficulté de se faire une représentation globale du problème, et au final, des difficultés à élaborer un plan de prise en charge. Ceci s'adresse aux étudiants les plus seniors. Et donc, dans le chapitre 4, précisément, on va s'attacher à voir ces différents points. Et ici, je vais me focaliser sur 2 points particuliers. On n'a pas le temps de faire l'ensemble, qui consiste à voir quelles sont les erreurs potentielles dans la génération des hypothèses et l'orientation de la récolte des données. Pour illustrer un exemple de cette difficulté, nous allons observer Raphaël, un jeune stagiaire, alors qu'il interroge M. Raymond, le même patient que tout à l'heure. Ce patient de 72 ans a été admis dans le service de médecine interne pour difficultés respiratoires après avoir été stabilisé au service des urgences. À ce stade de la consultation, Raphaël a déjà mis en évidence que le patient a présenté une dyspnée rapidement progressive en fin de nuit, motivant son épouse à faire intervenir une ambulance en vue d'une admission à l'hôpital. Allons écouter la suite de son interaction avec M. Raymond en présence de son superviseur dans le cadre d'une supervision directe. Et donc, monsieur, cette peine à respirer, c'était plus fort couché ou assis? J'ai dû me lever. Je ne supportais pas de rester allongé, rester couché. C'était très, très angoissant. C'est certainement pourquoi ma femme a appelé l'ambulance. Et vous avez un manque de souffle qui vous réveille habituellement la nuit? Non, non. La seule chose, c'est que je me suis mis à toucher depuis quelques jours. Est-ce que vous vous levez souvent pour aller uriner la nuit? Non. Est-ce que vous avez eu des douleurs dans la poitrine? Non, c'est quand c'est scanne de tout et ça me fait mal un peu aux côtes. Puis est-ce que vous avez eu des problèmes cardiaques? Non, à ce que je sache. Est-ce que vous avez des facteurs de risque pour le cœur, comme un diabète, une hypertension, du cholestérol? Je fais de l'hypertension depuis longtemps. Et d'ailleurs, mon médecin traitant vient de me changer mon traitement il y a 15 jours. Est-ce que vous fumez? Oui, un paquet par jour depuis 40 ans. Et est-ce que vous toussez? Mais je vous l'ai dit, depuis 2-3 jours, je commence à tousser. Oui, est-ce que vous avez des expectorations? Non, c'est sec. Et des douleurs dans la poitrine? Non. Et des sifflements comme dans l'asthme? Non. Est-ce que vous avez eu de la fièvre? Non. Une perte de poids? Oui, 5 kilos ces 3 derniers mois. D'accord. Est-ce que vous avez eu des frissons? Non. D'accord. Et des douleurs abdominales? Non. Est-ce que vous avez eu de la peine à avaler? Non, mais ces pastilles avec ce nouveau... Dans ce court extrait, il est d'ores et déjà possible de relever quelques indices pour qualifier le raisonnement clinique de cet étudiant et donc de commencer à élaborer une hypothèse de diagnostic pédagogique. Raphaël questionne le patient de manière mécanique et non en fonction d'hypothèses ou pour préciser une plainte.
Sa liste de questions a l'air de suivre une logique propre aux stagiaires, en l'occurrence une liste par système, sans tenir compte des réponses du patient pour rebondir ou préciser les choses. Il repose des questions alors que le patient a déjà donné une information à ce sujet. L'hypothèse pédagogique que pourrait donc formuler le superviseur est la suivante. Difficulté dans la génération des hypothèses et l'orientation de la récolte des données ciblées en fonction des hypothèses. Le superviseur se dit que ce type de difficulté est souvent dû chez les stagiaires débutants à la crainte d'oublier de poser une question importante par insécurité pour ne pas perdre son propre fil d'idée. Ce sera à vérifier par la suite. Un autre point que je voulais illustrer ici était, comme je vous le disais tout à l'heure, la fermeture diagnostique prématurée. Et donc là, par définition, on se centre rapidement sur une seule hypothèse qui conduit le questionnaire de façon superficielle ou orientée exclusivement en fonction de cette hypothèse diagnostique. Et alors, la fermeture passive par défaut de génération d'hypothèses différentielles ou actives par une focalisation sur un seul élément. On voit ici, indépendamment des vidéos, il y a toute une série de petits tableaux, notamment dans la deuxième colonne, les indices potentiels en supervision directe. Supervision directe, c'est ce qu'on a vu précédemment avec Jean-Christophe Goffard, qui a participé à ce MOOC, où là, on assiste précisément à ce qui se passe à la fois au niveau de l'anamnèse et de l'examen clinique, ce que nous ne faisons jamais. Et donc, ce qui est, voilà, donc là, il y a des défauts dans notre enseignement par rapport à ça. C'est vrai que tout ça prend évidemment beaucoup de temps. Dans la supervision indirecte, là, c'est sur base du dossier qu'on va pouvoir identifier un certain nombre de points. Pour illustrer un exemple de cette difficulté, nous allons assister au début de la supervision indirecte de Marie, stagiaire junior, qui fait un stage en médecine de famille et qui présente la situation à son superviseur. Alors, je vous présente la situation de Myriam Lawami, 20 ans. Elle est en formation pour être employée de commerce. Elle vient pour des maux de tête en barre sur le front, d'intensité 5/10 environ. Elle dit que ça lui sert. Ça a commencé il y a à peu près 2-3 semaines. Ça vient par intermittence. Les crises durent quelques heures, parfois un peu plus longtemps. Et elle a essayé de prendre du paracétamol 1 gramme. Ça a un peu amélioré les symptômes, mais pas complètement. Au niveau de l'anamnèse familiale, j'ai relevé que sa sœur était hospitalisée pour une anorexie et ça a l'air de l'affecter passablement. À l'examen clinique, j'ai noté une température à 37,5, une tension artérielle à 122,78, un pouls à 68 régulier et un examen neuro normal. Ok, ça paraît clair, mais quelles sont vos hypothèses diagnostiques? Alors pour moi, c'est vraiment typiquement une céphalée de tension. D'accord, c'est une hypothèse. Vous en avez d'autres? Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre comme céphalie, comme type de céphalie? Alors c'est vrai que c'est vraiment le premier diagnostic auquel j'ai pensé parce qu'on en voit beaucoup chez les jeunes qui consultent. En plus, là, avec son anamnèse familiale, ça a l'air de concorder assez, donc j'ai vraiment pensé à ça. Je suis tout à fait d'accord, mais quels éléments est-ce que vous avez recherché pour confirmer ou infirmer d'autres causes, potentiellement plus graves d'ailleurs? Je vois pas trop ce que vous voulez dire. Dans ce début de supervision, il est d'ores et déjà possible de relever quelques indices pour qualifier le raisonnement clinique de cette étudiante et donc de commencer à élaborer une hypothèse de diagnostic pédagogique. Elle semble avoir recherché seulement les informations qui confirment son unique hypothèse diagnostique. Elle élabore peu à propos d'autres hypothèses diagnostiques. Elle ne mentionne pas certains éléments absents qui, s'ils avaient été présents, auraient pu soulever d'autres hypothèses. Elle ne recherche pas les éléments pouvant éventuellement infirmer son hypothèse. Il est intéressant de noter que, comme dans cette situation, la présentation du cas peut être très bien faite en termes de synthèse et induire le superviseur en erreur, car la stagiaire peut omettre dans son récit les éléments qui auraient dû faire émerger de nouvelles hypothèses. L'hypothèse pédagogique que pourrait donc formuler le superviseur est la suivante: fermeture prématurée du diagnostic. Revenons maintenant un petit peu à House, après cet éclairage. Alors, House a l'image d'un excellent diagnosticien, puisqu'in fine, dans chaque feuilleton, il finit par trouver la
la solution, il faut bien dire régulièrement un peu abracadabrante aussi, mais est-ce que son raisonnement clinique tient la route? Alors, le doute est légitimement permis et nous faisons l'hypothèse d'un raisonnement clinique défaillant qu'il nous faudra confirmer, formulation incohérente des hypothèses diagnostiques, une approche non bayésienne, non hypothético-déductive, en clair, c'est celle qu'on privilégie la plupart du temps, régulièrement des fermetures prématurées du diagnostic, plus grave, des connaissances douteuses des maladies, et ça va au-delà des 3% du papier de Grabert, et une mauvaise intégration des données. Alors, en ce qui concerne le comportement vis-à-vis des patients, ben là, vous vous souvenez de la premier épisode de saison 1, mais on va essayer d'y aller quand même de façon plus précise par rapport à ce comportement. Et en ce qui concerne le comportement vis-à-vis des internes, des PG ou d'autres collaborateurs, si vous vous souvenez des épisodes, le respect n'est pas vraiment sa qualité première, il y a du sexisme, voire de l'agressivité, voire des injures dans certains cas. Et donc, matériel et méthode. Donc, je me suis procuré les 177 épisodes des 8 saisons de House et j'ai échantillonné au hasard sur les 8 saisons en reprenant 14 épisodes qui vont être examinés par 6 internistes seniors avec des grilles de lecture à la fois sur le raisonnement clinique et sur le comportement vis-à-vis des patients. Et avec un postulat, je reviendrai là-dessus, il faut toujours se méfier des postulats, c'est que l'analyse de cet expérimentateur, entre guillemets, homogène, alors ce postulat, on peut le cautionner par le fait qu'à l'examen de médecine interne, au fil des années, on a interrogé toujours à 2. Au départ, j'interrogeais avec Marc Lehmann, et puis alors les équipes ont fait des petits, et donc on a intégré progressivement d'autres seniors dans l'équipe. Maintenant, Frédéric Van der Gens, Jean-Christophe Goffard, Florence Rufos, et même les plus jeunes font partie des binômes d'interrogateurs. Et donc, c'était assez intéressant de voir comment on avait, parce que l'évaluation se faisait en binôme avec l'interne à la table, et puis alors on notait indépendamment au final, et la concordance était devenue vraiment remarquable. Donc, ce postulat, même si c'est un postulat, il est cohérent. Également, construction identique des épisodes, et donc on peut éventuellement, d'un point de vue statistique, se dire que 14 épisodes sur 177, est-ce que c'est représentatif? Alors, je me souviens, à l'époque, j'avais discuté avec des statisticiens pour voir quel était le nombre minimum d'épisodes qu'il faudrait en fonction des erreurs qu'on allait identifier. Et le dernier point, et donc ça, on n'avait clairement pas assez d'épisodes, et donc on a postulé que Oz restait constant au cours des 8 saisons, qui s'échelonnent quand même sur 8-10 années. Et donc voilà l'équipe des expérimentateurs que vous reconnaissez, j'imagine, pour la plupart d'entre eux, avec Jean-Christophe Goffard, Marc Lehmann, Florence Rufos, et puis sur la droite, Bruno Couturier qui est venu ici, Benoît Vocard, à l'arrière, Frédéric Van der Gens et Sophie Enrard à l'avant sur la gauche. Alors, les grilles de lecture, la grille de lecture raisonnement clinique est basée sur le papier de Grabert dont auquel j'avais déjà fait allusion, et donc est branché sur connaissance, récolte des données, intégration des données, validation des données. Et donc, on regarde l'épisode, on a la grille de lecture, je vais vous montrer un exemple de la grille de lecture, 1 point par erreur, on voit le nombre d'erreurs par épisode, et on a une évaluation subjective sur chacun des items de 0 à 5, 4 x 5, 20, la note est sur 20, et la note n'est pas nécessairement proportionnelle au nombre d'erreurs, parce que, bon, comme d'autres évaluations, s'il s'agit d'une erreur grave, c'est beaucoup plus sanctionné qu'une
une erreur qui serait plus vénielle. Alors, la grille de lecture de comportement, là, j'ai trouvé une thèse de médecine générale, dont vous voyez les auteurs ici en dessous, que je ne connais pas, qui ont construit une échelle d'évaluation de la relation médecin-patient en médecine générale, avec 14 items analysés sur 5 critères: l'accueil, les habiletés de communication, l'empathie, le partage des informations et le partage des décisions. Mais c'est ce qu'on rencontre maintenant. D'ailleurs, dans la législation sur les droits du patient, vous allez retrouver en tout cas un certain nombre de points, notamment le partage des informations, le partage des décisions. 1 point par déficit, 1 note sur 4 par critère, note globale sur 20. Enfin, l'attitude vis-à-vis des internes. Là, j'avais demandé que pour chaque épisode, on note 3 qualificatifs de hausse sur les épisodes. J'ai gardé un petit peu quels étaient les qualificatifs qui revenaient de façon plus prépondérante. Voilà donc la représentation d'une de ces grilles de lecture. Donc, vous voyez ici, le diagnostic final, c'est une psittacose. C'est Benoît Vocard voilà, qui a analysé le 3e épisode de la saison 2. Donc, voilà la grille. Donc, vous avez sur la première colonne les rubriques et puis les définitions. Donc, pour la validation des données, on a intégré également la fermeture prématurée du diagnostic, des tests non appropriés pour confirmer ou infirmer un diagnostic, une absence de vérification d'un diagnostic préalablement établi, et donc ces différents éléments-là, s'ils étaient fautifs, et vous voyez dans l'occurrence, dans la colonne 3 erreurs de connaissance, 2 de récolte des données, 3 d'intégration des données, validation des données, 3 erreurs, 11 erreurs au total, la note sur 5 pour chaque item, note finale 9 sur 20. Et alors, j'avais demandé qu'ils repèrent des exemples dans l'épisode pour après les réanalyser, et je vous montrerai quelques exemples. Alors, le comportement vis-à-vis du patient, donc l'accueil, les habiletés de communication, l'empathie, les 5 éléments que je vous avais dit, avec une définition pour aider les évaluateurs à bien comprendre de quoi il s'agit, le nombre de manquements pour chacun des items, et donc dans le cas présent, 12 manquements, et une note CV de 5 sur 20, en particulier le manque d'empathie, le partage d'informations où il y avait eu des erreurs particulièrement importantes, et le partage des décisions nulles dans cet épisode. Donc, au final, il se retrouvait avec une note de 5 sur 20. Comportement vis-à-vis des internes, ici, ce que Benoît Vocard avait relevé, autoritaire, irrespectueux et agressif. Et voilà quelques exemples. Ah, super, le retour du fils prodigue. Vous aussi, vous êtes viré. On pensait que c'était une tumeur à l'œsophage. On avait raison sur l'endroit, mais tort sur le diagnostic. En fait, l'œsophage se redresse. C'est une sclérodermie. Ça explique la syncope et la suffocation. Il faut le mettre sous corticoïde. Tu lui as fait un scanner? À ton avis? Alors que tu avais déjà la preuve que tu te trompais? Bien joué. Mais vous vous êtes couré. Le redressement indique un affaiblissement, pas une induration. L'amyotrophie spinale explique l'affaiblissement et l'infection par les strongyloïdes explique tout le reste. Vous ne recevez pas assez d'oxygène, alors on va insérer ce tube directement dans vos poumons. Ça va nous permettre de drainer le liquide superflu. Vous devriez vous sentir mieux après. La saturation en oxygène continue à baisser. Si c'était un cancer, il y aurait du sang dans le liquide, c'est pas normal. Regardez son... Attendez. Oui, c'est ça, son pied droit. Pas d'hématome, de rage ni d'écorchure. Il doit pas avoir mal. Est-ce que ça chatouille? Ou est-ce que ça gratouille? Démangeaisons au pied, ça veut dire que le foie est grillé. Son foie va très bien. Les enzymes sont normales depuis son admission. J'ai pas dit défaillant, j'ai dit grillé, exactement comme donc, vous. Ça chatouille au niveau du pied. Il faut appeler les pathologues. Alors, que donnent les résultats? Il faut savoir que c'est des résultats partiels, parce que bon, tout le monde n'avait pas répondu à temps. Bon, il y a eu crise Covid, etc. Donc,
les évaluations au niveau du raisonnement sont en bleu et le comportement en gris. Alors, vous voyez le nombre d'erreurs ou la distribution des erreurs ou des fautes en termes de raisonnement. On arrive en moyenne à 10 erreurs par épisode et 7 manquements en ce qui concerne le comportement. Et alors, les notes d'évaluation, vous voyez qu'on n'atteint pas la moyenne dans les deux catégories, avec un petit 7 sur 20 sur les compétences finalement et un petit 9 pour le comportement. Alors, en ce qui concerne le nombre de citations, le manque de respect arrive en tête, l'autoritarisme, l'immixtion dans la vie privée, l'ironie, l'agressivité. Alors, vous voyez ici en bas, et donc j'ai rajouté, vous allez voir les résultats en rajoutant un évaluateur complémentaire qui était une évaluatrice. Elle trouvait quand même qu'il faisait montre d'écoute et de sensibilité. Et donc, voilà, en intégrant ces évaluations de ces deux épisodes, vous voyez que la note remonte un petit peu, en particulier dans l'évaluation, où là, à la fois en termes de raisonnement clinique et du comportement, bien ces notes à elles permettent de remonter un peu le score, enfin, qui reste quand même assez défaillant. Alors, j'ai repris les évaluations négatives et positives. Vous voyez que pour les expérimentateurs hommes, tout est négatif. Et c'est plus mitigé pour l'expérimentatrice en l'occurrence. Donc, du coup, je me suis dit, attention ici, est-ce qu'il ne faudrait quand même pas vérifier un certain nombre de postulats de façon complémentaire? Mais donc, ça, c'est en cours de réalisation. Donc, pour l'homogénéisation des évaluations, j'ai dit à Marc Lehmann, écoute, est-ce qu'on ne réévaluerait pas pour voir si on garde une concordance dans la façon d'évaluer? Donc, j'ai pris la saison 6, la saison 4, 3 épisodes, lecture indépendante, et on va analyser la concordance statistique. Il m'a dit, écoute, je m'en occupe, j'ai plein de mémoires en pharmacie, mais enfin, je m'en occupe rapidement, même bien que ça m'emmerde parce que je déteste cet épisode, mais enfin bon, je déteste cette série. Donc. Et alors, finalement, c'est Florence Rufos qui m'avait dit, écoute, je t'assure, tu peux revoir les épisodes, je trouve qu'ils n'étaient pas si mauvais que ça. Et puis, je me dis, OK, mais il y a peut-être un effet de genre des évaluateurs plus sensibles au charme et à l'ironie du docteur House. Et donc, les 6 épisodes, on va trouver deux complices qui ont pris l'habitude d'interroger maintenant les étudiants aussi à Erasme et de voir s'il y a une différence entre l'évaluation masculine et féminine des épisodes. Donc, ça sera pour compléter l'article parce que, bon, le rédacteur de la revue de Médecine Interne m'a dit, écoute, ce serait intéressant de faire un papier là-dessus pour la revue de Médecine Interne. Quand j'avais parlé à Michel Goldman, il lui avait dit, il ne mettrait pas ça dans le British, mais je me suis déjà engagé pour la revue de Médecine Interne. Alors, en fait, les problèmes d'éthique et de professionnalisme dans les séries médicales télévisées ont déjà fait l'objet de plusieurs études, en particulier une étude ici publiée il y a un peu plus de 10 ans dans une revue d'éthique, où ils ont repris, sur la période de l'automne 2005 au printemps 2006, la saison 2 de House, où il y a 24 épisodes, et la saison 2 de Grey's Anatomy. Et puis alors, ils ont, sur la partie gauche, examiné les problèmes de professionnalisme, et sur la partie droite, les problèmes de éthique dans les deux séries. Vous voyez, les choses qui se recoupent. Pour House, on va se contenter de House et pas de Grey's Anatomy. Les problèmes de respect, 41 éléments irrespectueux chez House, et ceci à la fois pour l'interprofessionnel, donc entre les membres de l'équipe et vis-à-vis du patient. Donc le problème de respect se trouvait dans les deux situations. Mais la compassion, ce n'est pas étonnant de voir qu'il y a des problèmes, puisque j'avais dit clairement que la compassion, on n'avait rien à cirer. Et en ce qui concerne les problèmes de bioéthique, régulièrement une absence de consentement par rapport aux examens qui vont être réalisés, la confidentialité également prise en défaut. Et donc, au final, est-ce que House est un interniste exemplaire?
Alors, il recherche la vérité et il va jusqu'au bout de la recherche du diagnostic en recherchant le maximum d'indices. Donc, de ce point de vue-là, on peut se dire que c'est positif. Et à un moment donné, bon, quand je regardais la série, je me dis, enfin, comment est-ce que les patients, au final, ils n'ont pas l'air d'être mécontents. Et donc, la question, quand on a un médecin infect, mais dont le patient sent qu'il veut arriver à trouver la solution, peu importe comment, est-ce que finalement, il n'y a pas une évaluation positive de ce type de médecin? Par contre, les éléments négatifs sont quand même prédominants. Un raisonnement clinique discutable, une approche non bayésienne, la démarche hypothético-déductive erronée, une description des maladies incorrecte. Vous avez donné quelques exemples. Donc finalement, ce qui était l'hypothèse de départ se confirme à l'analyse, un comportement inacceptable et des manquements éthiques et déontologiques. Alors en fait, ma proposition avait été donc de ne plus accorder le prix du Dr Hans et de le remplacer par le prix Pierre Godot, dont on avait fait l'hommage en 2019. Voilà, pour vous décrire un peu qui était ce personnage, Jean-Charles Piette, qui l'a succédé à la Pitié-Salpêtrière. L'activité de son sens clinique était inégalable, mystérieuse alchimie d'une impressionnante somme de connaissances, d'une mémoire phénoménale, d'une écoute, suivie d'un examen minutieux, puis d'un raisonnement méthodique conduisant souvent à une brillante fulgurance. Et Bernard de Vulder, qui en fait a initié, il a été président de la Société française de médecine interne, qui est le chef de la médecine interne à Lille. C'est lui qui a initié les printemps et qui était un ami personnel de Godot. Ses merveilleuses qualités humaines, sa force physique, sa sportivité, son charisme impressionnant, sa puissance de travail époustouflante, son art de déléguer, de faire confiance, de respecter le travail de ses collaborateurs, sa disponibilité généreuse, la chaleur de son écoute, sa fidélité absolue en amitié et son dévouement inlassable pour les malades. Et c'est vrai que ceci contraste avec ce qu'on a vu pour le Dr Ross. Et la provision que j'avais faite et qui a été acceptée était donc de transformer le prix House en prix professeur Pierre Godot. Et on a attribué l'après-midi de la dernière session des printemps, on a attribué le premier prix Pierre Godot. Mais voilà ce que je souhaitais partager avec vous. Et bon, s'il y a quelques questions, mais on est resté dans les temps et on a 10 minutes de questions si vous le souhaitez. Jean, tu peux circuler avec la... Ah. Ça mes questions dès que vous rentrez. Il faut venir, il est branché. Oui, oui. Élie, combien de temps as-tu passé pour faire tout ce merveilleux reportage? Écoute, un certain temps, quoi. Bon. Précise. Mais tu vois, ici, bon, ça peut servir à d'autres cénacles, dont celui-ci. J'en refaire un petit morceau, je pense, à la Société française de médecine interne. Les jeunes internistes m'ont demandé de parler de la problématique de la supervision du raisonnement clinique. Mais alors, pour l'anecdote, ceci, vous avez montré qu'il y avait eu un petit entrefilet dans Le Monde il y a quelques années. Et donc, j'ai dit à Jean-Benoît Harlet, dit, écoute, est-ce qu'on ne contacterait pas un peu cette journaliste pour lui dire qu'on a décidé de tuer le Dr House? Ah, une bonne idée. Donc, j'ai envoyé un mail à la journaliste. Et puis, et donc, elle était intéressée. Elle m'a dit, ah oui, écoutez, c'est intéressant. Enfin, ce vendredi-là, je ne suis pas tout à fait disponible. Enfin, je reviens à vous. Elle m'a envoyé un mail. Elle m'a dit, oui, j'ai l'accord de ma rédaction, je viendrai. Et donc, j'ai un petit article dans Le Monde, ce qui est quand même pas mal. Comme dirait l'autre, Le Monde dans les médias, mais c'est un peu comme le New England en médecine, quoi. Voilà. Ah, tu as vu? Moi, j'ai une question. D'autres questions? Ah! Attends, on ne te voit pas. Oh, il ne faut pas me voir. C'est gentil. Alors, José. Alors, tout le monde me connaît ici, au niveau informatique. Et au niveau informatique... D'habitude, tu ne poses pas des questions, on t'en pose et tu y réponds. Donc, c'est différent. Justement, au niveau des machine learning, des intelligences augmentées, tout ce qui est aide au diagnostic informatique. Je voudrais bien avoir ton avis.
Parce que là, ce n'est pas du Dr House, c'est aussi inhumain que lui, mais il a une mémoire phénoménale. Oui, donc le point, en gros, en quoi l'intelligence artificielle va supplanter notre intelligence naturelle. Enfin, c'est une aide, quoi. C'est une aide. Bon, alors, si on regarde ce que l'on fait maintenant par rapport à il y a 40 ans, on se posait une question, on réfléchissait pour voir si la question valait la peine de perdre son temps à y répondre. On répondait oui. On disait à son chef de service, écoutez, monsieur, cet après-midi, je dois m'absenter, je dois aller à la bibliothèque. On allait à la bibliothèque, on regardait les index medicus, on notait avec un crayon les références, on allait dans les rayons, tu te souviens, on allait dans les rayons, on prenait le truc, une fois sur deux, la revue n'était pas. Et donc, voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? En consultation, pendant que le patient se débarrasse, tu cliques sur PubMed, tu vas sur UpToDate et tu as la réponse immédiate. Donc, je veux dire que cet apport-là est déjà un apport complémentaire. Alors, l'autre point, c'est comment toutes ces données sont intégrées dans des bases de données et comment est-ce que ça peut fonctionner. Dans certaines disciplines, ça fonctionne déjà. Et donc, quels vont être les spécialistes, je devrais couper le son, là, qui vont disparaître en premier? Les radiologues, l'anapathe, et donc tout ce qui est finalement de la reconnaissance avec des logiciels de reconnaissance. Évidemment, ça rapidement, le système maintenant trouve une question et réagit par rapport à la réponse. OK. Alors, le point, je me suis dit, ce que ça ne va pas réaliser, c'est notre capacité d'analyser le non-verbal dans tout ce qu'il y a dans une relation entre le médecin et son patient. Pour certaines situations, c'est essentiel. Et donc, j'ai dit, bon, nous, on sera les derniers à disparaître. Et finalement, je ne suis pas convaincu. Parce que quand on aura une caméra qui regardera le patient, qui interprétera probablement mieux que beaucoup d'entre nous, surtout si on est fatigué, etc., un petit rictus particulier quand on pose une question, etc., peut-être bien que la machine deviendra plus performante que nous et plus régulière. Oui, moi j'avais juste un petit commentaire à faire parce que l'intelligence peut-être réside dans le choix aussi des bases de données. Parce que moi j'ai été très surpris, je tairai le nom évidemment, d'avoir entendu une consoeur gynécologue qui m'a dit, écoute, je suis en consultation, je vais dans Google pour voir si mon diagnostic est bon et pour voir le traitement. Alors je lui ai dit qu'il y avait d'autres bases de données que Google tout de même en consultation. Tu vois. Alors, c'est vrai, maintenant, les bases de données, bon, j'ai refait un papier récent qui est en cours d'examen par rapport à la fraude et tout ce qui concerne l'irruption dans les bases de données officielles d'articles frauduleux, en particulier provenant de revues qui sont des revues dites prédatrices, c'est-à-dire, à la limite, des fausses revues où on garantit qu'on va être publié tout de suite, où il n'y a pas d'expertise externe, etc. Et ça, on en trouve dans PubMed et dans les bases de données officielles. Donc, je veux dire qu'il y a une pollution actuellement, entre guillemets, de la vérité par toute une série d'articles frauduleux. Donc, ça reste quand même une menace importante. Deux, une base de données que tout le monde utilise régulièrement, qui est UpToDate, c'est très inégal en fonction des chapitres. Je me souviens d'avoir fait un exercice, d'ailleurs, on pourrait le faire, ça pourrait être un grand tour intéressant, de poser une question, de voir comment UpToDate y répond et comment, en faisant sa propre analyse, en analysant correctement la littérature, on aboutit éventuellement à des choses différentes. Et donc, tout ça, ça reste compliqué et je suis pas... Enfin, la solution à ce type de problème, on ne l'a pas encore. Sans doute que le titre de UpToDate n'est pas tout à fait opportun, parce que quand tu vois en certains chapitres, il n'y a pas d'update récent. C'est vrai aussi, oui. J'étais persuadé en regardant les Dr House que vous allez proposer aux étudiants en médecine de consulter Dr House avant de... Pour montrer ce qu'il faut pas faire. Alors, par rapport à cela, peut-être deux remarques. Un, c'est que nos étudiants, je pense de troisième année,
avait demandé une fois à Marc Lehmann et puis à Jean-Christophe Goffard, puisqu'on partageait le cours de sémiologie, de passer un épisode de Hauss, et puis chaque fois, il faisait un arrêt sur l'image et il demandait le commentaire par rapport à l'approche sémiologique, etc. Et donc, pour montrer ce qui était faux, effectivement. Ça avait eu pas mal de succès de le faire de cette manière. Maintenant, quand on regarde les feuilletons médicaux télévisés, il y en a un qui était excellent, mais alors à la dose près, c'était Urgence. Urgence, c'était parfait. Parfait. Et ça, on pouvait l'utiliser même comme véritable séminaire, tellement c'était bon au plan de la vérité médicale. Oui. OK. Est-ce qu'on en sait plus par rapport au concepteur de Dr. House? Attends. Est-ce qu'on en sait plus par rapport aux gens qui ont conçu, inventé cette émission? C'est qui est là derrière? C'est des écrivains? C'est des scénaristes d'Hollywood? C'est un scénariste. Maintenant, je n'ai pas effectivement creusé ce point-là et de savoir quel était finalement son objectif avec ce feuilleton. L'objectif a été réussi puisque le feuilleton a eu beaucoup de succès. Donc, pour celui qui fait le feuilleton, c'est effectivement très bien. Est-ce que ça aurait eu autant de succès si on n'avait pas pris un type pareil? Probablement pas, parce que ça sortait un petit peu de l'ordinaire. Je ne vais pas montrer les détails en comparant Grey's Anatomy et Oz. Dans Grey's Anatomy, il y avait beaucoup de fautes, de manquements au niveau sexisme et trucs sexuels, qu'il y a relativement peu dans Oz. Donc, je pense qu'il a dû faire ce choix d'avoir en plus un acteur excellent qui représentait un peu l'antagonisme d'un médecin, entre guillemets, normal. Et finalement, il a eu raison par rapport de son point de vue de scénariste, quoi. Et c'est un seul écrivain ou c'est une équipe? Non, il y avait alors, je pense qu'il n'y avait pas derrière, donc dans Urgence, il y avait derrière les scénaristes un support médical de qualité, et ici, je pense qu'ils ont négligé cet aspect-là. OK, bien. Eh bien, merci à tout le monde et à la semaine prochaine.